Chunk One, quand Laura Ingraham a fréquenté un présentateur de télévision libéral. Elle a été fiancée à un homme d'affaires. Elle a même eu une relation secrète avec un sénateur démocrate, mais aucun d'eux n'est devenu son mari. En 2005, quelque chose s'est produit qui a mis fin à sa dernière chance réelle de se marier. Les médecins lui ont dit quelque chose qui a tout changé. Son corps, son avenir et ses rêves d'une famille traditionnelle. Mais Laura a refusé d'abandonner. Elle a trouvé un autre moyen de devenir mère. Ce qu'elle a traversé explique pourquoi elle élève 3 enfants seule à 62 ans. Laura Ingraham est née le 19 juin 1963 dans une petite ville appelée Glastonbury, Connecticut. Elle a grandi dans une famille ouvrière d'origine irlandaise et polonaise. Son père, James Frederick Ingraham Treu, est né en 1925 et a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a dirigé une station de lavage automobile, mais les souvenirs des combats ne l'ont jamais quitté. Ces sombres souvenirs ont façonné ses fortes opinions anticommunistes et il les a transmises à Laura alors qu'elle était encore très jeune. Dès l'âge de 12 ans, elle lisait déjà des livres d'auteurs conservateurs comme William F. Buckley. Sa mère, Anne Caroline Kack, travaillait comme serveuse et était issue d'une famille d'immigrants polonais. Elle a travaillé dur pour ses enfants jusqu'à son décès en 1999. Laura était la seule fille parmi 3 frères. Curtis, James et Brooks se disputaient souvent avec elle à table, surtout à propos de la politique. Ces vives discussions lui ont donné un caractère bien trempé. Sa vie familiale, cependant, était loin d'être paisible. Son père était réputé pour être verbalement violent, et la tension à la maison a rendu Laura émotionnellement forte, mais aussi réservée. Elle a déclaré plus tard que ces moments difficiles avaient façonné sa façon de traiter avec les gens. Au lycée de Glastonbury, où elle a obtenu son diplôme en 1981, elle était la capitaine de l'équipe de basket-ball, a dirigé le journal de l'école et a obtenu les meilleures notes. Mais les choses étaient toujours difficiles à la maison. Sa relation avec son frère, Curtis, a fini par se briser à cause de désaccords politiques et ils ont cessé de se parler. Son éducation catholique stricte et ses luttes familiales lui ont donné un étrange mélange de force et d'ardeur, quelque chose qui allait plus tard définir sa carrière dans les médias. Elle a commencé l'université en 1981 à Dartmouth, étudiant la littérature anglaise et russe. C'était l'époque de la guerre froide et elle pensait déjà à l'échelle mondiale. Chunk 2. En 2e année, en 1982, elle a rejoint le Dartmouth Review, un journal conservateur géré par des étudiants et connu pour son ton incisif. Elle a commencé à écrire des articles controversés. Un article important en 1983 critiquait la discrimination positive, la qualifiant d'injuste. Cet article a déclenché des manifestations de plus de 200 étudiants et a attiré l'attention de grands journaux comme le New York Times. Laura n'a pas reculé. Elle a même qualifié certains professeurs de sympathisants marxistes. Malgré le tumulte, elle est restée active dans le sport et a joué dans l'équipe de crosse féminine, jonglant simultanément avec l'athlétisme et des débats intenses. Puis est venu l'un des moments les plus choquants de ses années universitaires. En avril 1984, pendant sa dernière année, elle a envoyé un journaliste du Dartmouth Review enregistrer secrètement une réunion privée de la Gay Students Association. Il y avait environ 15 personnes, dont beaucoup étaient indiscrètes et cherchaient un espace sûr. Mais la transcription a été publiée et elle s'est référée à eux d'un ton moqueur. Plus de 500 étudiants ont protesté et une enquête criminelle a commencé pour enregistrement illégal possible. Pourtant, Laura a défendu cela comme la liberté de la presse, affirmant que le financement public rendait cela juste. Même un conseiller de la faculté a déclaré que ces actions étaient extrêmement anti-gays. Plus de 1000 personnes ont signé une pétition exigeant une action, et c'est devenu son premier grand scandale médiatique. Il était clair qu'elle n'avait pas peur de la controverse.
Plus tard cette année-là, à l'automne 1984, elle est devenue la rédactrice en chef du Dartmouth Review. Elle a commencé à faire des coups d'éclat audacieux. Lors d'un événement, elle s'est déguisée en Fidel Castro avec une face barbe et un cigare, se moquant des communistes. Plus de 100 personnes ont protesté et le journal a été poursuivi plusieurs fois. Un professeur a intenté une action en justice de 100 000 $ en 1945, affirmant que le journal l'avait faussement qualifié de sympathisant communiste. Dartmouth a dépensé des milliers de dollars en frais juridiques et les tribunaux ont ordonné au journal de cesser de publier certains articles. Mais alors que d'autres voyaient le chaos, Laura y voyait une croissance. Le tirage du journal est passé à 5 000 exemplaires par numéro et le président Ronald Reagan lui-même a salué la revue en 1945. Cela lui a donné de la crédibilité dans les cercles conservateurs et l'a rendue encore plus confiante. Pendant l'été 1944, elle s'est rendue en Union soviétique pour un programme d'études de 6 semaines. Elle a vécu à Moscou et à Leningrad, au moment où les tensions de la guerre froide étaient vives. Ce qu'elle a vu l'a choquée. Les gens attendaient dans les files d'attente pour le pain pendant 2 heures. Les magasins avaient des étagères vides et environ 70% de la population vivait dans la pauvreté. Le salaire moyen n'était que de 180 roubles par mois, soit environ 220 $ à l'époque. Chunk 3. Les gens devaient commercer au marché noir juste pour obtenir des choses de base. Elle a même fait sortir clandestinement des livres interdits, ce qui aurait pu la faire arrêter. Cette expérience lui a fait détester encore plus le communisme et a façonné ses opinions politiques futures. Vers la même époque, en 1943 et 1944, elle a fréquenté un camarade de classe qui était à l'opposé du spectre politique. Il était libéral et actif dans les manifestations anti-apartheid. Mais au fil du temps, grâce à de longs débats et à la lecture d'Ayn Rand ensemble, il a changé d'avis et est devenu conservateur. Au printemps 1944, il a écrit une lettre publique disant qu'elle avait changé ses convictions. Mais la relation s'est mal terminée. Cet été-là, il l'a accusée de le manipuler, disant qu'elle l'avait isolé de ses amis libéraux. Certains ont même comparé cela à un comportement sectaire. Leurs disputes se sont produites devant des dizaines de camarades de classe. Les gens ont appelé cela sa première conquête idéologique. Cela a montré à quel point elle pouvait être persuasive et polarisante, même à l'époque. Après avoir obtenu son diplôme de Dartmouth en 1945, Laura est allée directement à la faculté de droit de l'Université de Virginie. Elle était connue pour avoir un penchant conservateur. Elle a obtenu son diplôme en 1991 avec un doctorat en droit. Pendant ses études, elle a été rédactrice de notes pour la Virginia Law Review et a écrit des articles percutants sur la retenue judiciaire, repoussant les opinions libérales. Elle a suivi des cours comme la procédure pénale avec le professeur William Stuntz et a déclaré plus tard que ces cours l'avaient aiguisée pour les débats médiatiques. Ses camarades de classe la voyaient souvent se promener dans une Honda avec la plaque d'immatriculation Barked, montrant à quel point elle affichait audacieusement ses convictions. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles son conservatisme bruyant avait causé tellement de tensions en classe que cela lui avait presque coûté un rôle de leadership à la revue juridique. Mais elle a persévéré et a établi des liens importants qui l'ont aidée plus tard à Washington. En 1949, alors qu'elle était encore à l'UVA, elle a commencé à travailler comme rédactrice de discours pour Edwin Mutrer, qui avait été procureur général de Ronald Reagan. Elle a travaillé au Conseil de la politique intérieure, aidant à rédiger des discours sur les chèques scolaires et la réforme de l'éducation. Elle voulait que les écoles se concentrent sur les valeurs traditionnelles et moins sur le contrôle fédéral. À seulement 26 ans, elle avait déjà un bureau à la Maison-Blanche. Elle a plaisanté une fois en disant qu'il était plus grand qu'elle ne s'y attendait. Mais en coulisses, ses notes poussaient des idées controversées, notamment des critiques de ce qu'elle appelait le lavage de cerveau libéral dans les écoles. Certaines personnes au sein de l'administration ont dit que ses écrits avaient presque causé des fuites.
Mais elle a fait forte impression et ses idées ont atteint des millions d'étudiants grâce à des changements de politique. Après ses études de droit en 1995, elle a été stagiaire pour le juge Ralph K. Chunk IV, Winter, à New York à la Cour d'appel des États-Unis. Il était une voix conservatrice respectée. Elle l'a aidé à traiter plus de 200 affaires par an, dont beaucoup concernaient la liberté d'expression et la religion dans les espaces publics. Ces écrits juridiques ont eu une réelle influence et des personnes au sein du tribunal ont déclaré que son travail avait contribué à façonner les décisions. Mais il y avait aussi des chuchotements. Certains ont dit qu'elle s'était heurtée à des greffiers libéraux et avait même divulgué des arguments privés aux médias conservateurs. Si cela était vrai, cela aurait pu enfreindre les règles d'éthique, mais cela ne l'a rendue que plus admirée dans les cercles de droite. Cet emploi était un tremplin. Cela lui a donné un aperçu approfondi des batailles juridiques et l'a mise en contact avec des personnes qui l'ont ensuite aidée à s'élever encore plus haut. En 1992, elle a assumé son plus grand rôle juridique à ce jour, celui de greffier pour le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas. Il venait de rejoindre le tribunal après un processus de confirmation difficile en 1991. Laura l'a aidé dans les affaires importantes, en particulier celles concernant la discrimination positive. Elle a travaillé sur les préparatifs pour de grandes affaires comme Adarand Constructeur Sever, qui remettait en question les préférences raciales dans les contrats fédéraux. Elle n'avait que 29 ans, mais elle avait accès à tout, plus de 80 affaires cette année-là. Elle est devenue proche de Thomas et a salué son mentorat. Certains ont dit qu'elle avait utilisé ce stage pour établir des liens avec de hauts responsables républicains. D'autres ont remarqué comment les descentes solitaires de Thomas correspondaient à sa propre attitude de ne faire aucun prisonnier. Cette année au tribunal lui a donné à la fois du pouvoir et du prestige. Et quand elle s'est terminée en 1993, elle est pirouette. Elle est partie avec plus de connexions que jamais auparavant. Mais il y avait un secret de plus. Pendant son temps avec le juge Thomas de 1992 à 1993, certaines personnes ont affirmé qu'elle avait divulgué des détails sensibles du tribunal à des organes de droite. Ces fuites comprenaient, selon les informations, des versions préliminaires d'opinion sur des questions brûlantes comme la discrimination positive. Si cela avait été révélé officiellement, elle aurait pu être radiée du barreau, mais aucune accusation n'a jamais été portée. Au lieu de cela, la fuite a fait d'elle une star dans les cercles médiatiques conservateurs. En 1995, Laura Ingraham a fait quelque chose qui a choqué les deux côtés du monde politique. Après avoir travaillé comme greffière, elle a rejoint le New York Times en tant que rédactrice collaboratrice. Elle n'était pas comme les autres là-bas. Ses opinions étaient tranchantes, conservatrices et audacieuses. Elle a même coécrit un article critiquant le général Colin Powell, le qualifiant de problème pour le Parti républicain. Mais après seulement 6 mois, elle a démissionné. Chunk 5. Elle a dit plus tard que l'endroit était hostile aux gens comme elle. La même année, le magazine The Times l'a mise en couverture avec 4 autres jeunes conservateurs, dont David Brock et le producteur de Rush Limbaugh, James Golden. L'article a essayé de la montrer comme une nouvelle voix, mais les critiques se sont concentrés davantage sur son apparence que sur ses opinions. Pourtant, pendant ces 6 mois, elle a écrit une douzaine d'éditoriaux percutants, chacun suscitant un débat. Elle a gagné 15 000 $ grâce à ce court emploi, mais a ensuite qualifié l'expérience d'erreur. Et pourtant, ce bref passage a augmenté sa visibilité de 40 % parmi les initiés politiques. En 1996, elle est devenue rédactrice de The Prospect, un magazine conservateur qui ne mâchait pas ses mots. Elle s'en est prise durement aux Clinton, surtout à propos de Whitewater. Elle a affirmé qu'ils étaient liés à 1,8 à 8 millions de dollars de prêts louches. Elle a également creusé dans Travelgate, accusant les Clinton d'avoir envoyé des employés de la Maison-Blanche juste pour faire de la place à des amis. À la fin de l'année, le nombre d'abonnés au magazine a bondi de 25 %, atteignant 50 000. Ses éditoriaux étaient longs,
tranchant et ont fait des vagues. Un article a même attiré l'attention du FBI. Mais les choses sont devenues désordonnées quand un article contenait de fausses citations de sources anonymes. Une petite rétractation a suivi dans le numéro 4. Malgré la controverse, elle a été invitée à 15 événements du GOP et a été payée 60 000 $. Elle a personnellement parlé à 20 dénonciateurs et a découvert un don caché de 47 000 $ qui a conduit à une véritable enquête du Congrès en 1997. Toujours en 1996, elle a fait ses débuts à la télévision dans l'émission Watch It de MSNBC le 15 août. Elle est arrivée en force. Son premier épisode était axé sur la réforme de l'aide sociale. Et elle a qualifié le plan de Clinton de désastre qui coûterait 54 milliards de $. Sa phrase audacieuse « Ce n'est pas une réforme, c'est l'aide sociale sous stéroïdes » a fait les manchettes. Cet épisode a attiré 1,2 million de téléspectateurs, un bond de 40 %. Elle n'a cessé de revenir pour en faire plus, argumentant sur la discrimination positive et utilisant des statistiques pour étayer ses arguments. L'un de ses plus grands moments viraux est survenu lorsqu'elle a dénoncé un démocrate pour son hypocrisie, citant des données sur 300 000 cas de fraude à l'aide sociale. Ce clip avait un demi-million de vues en 1997. Chaque épisode lui rapportait 10 000 $ et elle se préparait durement, utilisant jusqu'à 50 fiches à chaque fois. Elle a mémorisé des chiffres comme la baisse de la pauvreté de 12 % après la réforme de l'aide sociale. En 1997, elle a suscité plus de controverses avec un éditorial dans le Washington Post, publié le 22 juin. Elle a utilisé le mot « féminazis », un terme rendu célèbre par Rush Limbaugh pour attaquer les féministes radicales. Chunk 6. Elle a dit qu'elle nuisait aux familles et avançait des idées dangereuses. Elle a pointé du doigt des sondages de 1996 montrant que 62 % des femmes ne soutenaient pas le féminisme extrême et l'a lié à une augmentation de 15 % des foyers monoparentaux. La réponse a été explosive. Elle a reçu 5000 lettres, la plupart en colère. Gloria Steinem a même qualifié l'article de discours haineux. Elle a également affirmé que les féministes ne se souciaient pas des scandales de Clinton et a déclaré qu'elle promouvait l'avortement sur demande, faisant référence à 1,5 million d'avortements en 1995. À cause de cet article, elle a perdu une offre d'emploi à CBS, mais cela l'a également aidée à vendre 20 000 livres de plus. Dans l'article, elle a admis qu'elle avait autrefois dénoncé un groupe gay à l'université juste pour exposer les biais de financement. La même année, une séance photo pour le magazine New York Times a tout changé. Le 10 mars 1997, elle a posé à Manhattan portant une mini-jupe à imprimer léopard et tenant un marteau. Elle ne possédait même pas la jupe. Une amie la lui avait prêtée parce qu'elle ne pouvait pas se permettre quelque chose de fantaisie. La photo est apparue sur la couverture du numéro du 9 avril, vue par 2,5 millions de lecteurs. Les critiques l'ont qualifiée de sexiste et l'ont accusée d'essayer d'être une pin-up conservatrice. Certains ont même dit que cela ressemblait à quelque chose sorti de Playboy. Elle a dit plus tard qu'elle le regrettait, surtout après avoir reçu des menaces de mort de féministes et perdu 20 % de ses concerts cette année-là. Mais la photo l'a aussi rendue célèbre. Rush Limbaugh a appelé cela un empowering. Les producteurs de télévision ont adoré l'attention et l'ont réservé 45 fois en 1997 seulement. En 2000, elle a sorti son premier livre, The Hillary Trap, Tearing into Hillary Clinton. Elle a dit que la version du féminisme de Clinton rendait les femmes plus faibles et non plus fortes. Le livre est arrivé en librairie en juin et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires dès le premier mois. Il est resté sur la liste des best-sellers et a donné le ton aux futures batailles d'Ingram. Le livre comprenait des chapitres sur le plan de santé raté de Clinton et des scandales comme Whitewater.
Elle a soutenu que 80% du financement de la santé des femmes ignorait les problèmes qui affectent réellement les femmes. Les critiques ont dit que le livre était toxique et rempli d'amertume, mais il a cimenté son rôle de voix conservatrice bruyante et impénitente. En 2001, elle a lancé le Laura Ingraham Show, sa propre émission de radio. Elle a été lancée en avril et a connu une croissance rapide, diffusée sur plus de 300 stations. En 2004, 5 millions de personnes l'écoutaient chaque semaine. Après le 11 septembre, elle est devenue encore plus populaire, défendant les valeurs américaines et attaquant des célébrités comme Madonna pour avoir critiqué la guerre. Junk 7. Elle a rejoint Talk Radio Network en 2004 et en 2012, elle était classée numéro 5 sur la liste du magazine Talkers. Mais son style conflictuel a également causé des problèmes. Certains annonceurs se sont retirés. En 2018, elle a mis fin à l'émission pour se concentrer sur sa famille et ses podcasts. En 2004, elle a fortement soutenu la guerre d'Irak lors de son émission de radio. Elle a qualifié les manifestants anti-guerre de non-patriotiques et a affirmé qu'ils aidaient les terroristes. Ces mots ont provoqué l'indignation, mais ses cotes d'écoute ont augmenté. Elle a parlé à des soldats revenant de Bagdad et a dépeint les critiques comme étant faibles, voire dangereux. La même année, elle comptait 1,5 million d'auditeurs quotidiens. Mais des années plus tard, en 2016, elle a changé de ton. Elle a admis que la guerre avait été une erreur. Son revirement a surpris beaucoup de ses fans et a fait se demander à certains comment elle avait pu se tromper alors que la guerre avait causé la mort de plus de 4000 Américains en 2008. En 2008, elle s'en est prise à John McCain lors de son émission, le dénonçant pour avoir soutenu l'amnistie pour 11 millions d'immigrants sans papier. Elle a dit qu'il mettait en danger les emplois et la culture américains. L'entrevue a eu lieu en février et a fait sensation pendant les primaires républicaines. McCain a essayé de se défendre, mais ses questions l'ont blessé auprès des conservateurs. Après l'entrevue, son soutien a chuté de 5%. Plus tard, en 2013, ils ont uni leurs forces sur de nouvelles réformes. Mais en 2008, elle a contribué à le dépeindre comme un conservateur faible, ouvrant la voie à la rhétorique de style Trump des années plus tard. En 2013, elle s'est moquée du matériel de vote en espagnol à l'antenne, utilisant un faux accent et faisant des blagues sur les bulletins de vote en swahili. Cela ne s'était pas bien passé. Plus de 10 annonceurs majeurs l'ont abandonnée et son émission a perdu environ 500 000 $ de revenus. Elle a dû présenter des excuses publiques, ce qu'elle ne faisait presque jamais. La controverse a déclenché des combats et des manifestations en ligne. Cela a rappelé aux gens la proposition 187 et a révélé jusqu'où étaient allées ses opinions sur l'immigration. La réaction a été si mauvaise qu'elle a repoussé les électeurs latinos à un moment où le GOP était déjà en difficulté. En 2012, 71% des électeurs hispaniques avaient voté démocrate et ses commentaires n'ont fait qu'empirer les choses. En 2018, elle s'est retrouvée au cœur de l'une des plus grandes controverses de sa carrière. Après la fusillade de l'école de Parkland, elle s'est moquée de l'étudiant David Hogg pour s'être plaint des rejets universitaires, même s'il avait une moyenne pondérée cumulative de 4,1. Ce tweet a touché un point sensible. Chunk 8. Hogg s'est défendu et a appelé au boycott. Plus de 20 grandes entreprises ont retiré leur publicité de son émission. Le coût financier a été énorme. Fox a perdu des millions et Ingraham a dû faire une pause à l'antenne. Elle s'est excusée, mais Hogg a dit que ce n'était pas réel. Ce moment a montré à quel point elle pouvait être agressive et beaucoup de gens l'ont vu comme du harcèlement en ligne. Des robots russes ont même répandu leur soutien pour elle en ligne. C'est devenu un véritable brasier politique et sa réputation a pris un sérieux coup. Sa carrière à la télévision a décollé en 2007 lorsqu'elle a commencé à apparaître dans le O'Reilly Factor. Ses prises de position sur l'immigration pendant la récession ont obtenu d'énormes cotes d'écoute, atteignant parfois plus de 5 millions de téléspectateurs. Mais des groupes de défense des droits l'ont accusée de répandre la haine, surtout après l'augmentation des crimes haineux cette année-là.
Pourtant, sa popularité a grimpé en flèche. En 2012, elle a animé Justin sur Fox, mais ce fut un échec. De faibles cotes d'écoute, le chaos en coulisses et les plaintes à la FCC ont entraîné l'annulation de l'émission en seulement 8 mois. Mais cet échec lui a appris de précieuses leçons sur le fonctionnement réel de la télévision. Puis, en 2017, elle a obtenu sa propre émission en heure de grande écoute, The Ingram Angle. Elle a été lancée le 30 octobre et a débuté avec 3,3 millions de téléspectateurs. Son style était audacieux, non filtré et profondément lié au mouvement Trump. Elle a qualifié l'enquête de Mueller de chasse aux sorcières et a fait régulièrement intervenir des alliés de Trump. Même après la controverse David Hogg, ses codes d'écoute ont rebondi en 2019. Elle a utilisé des statistiques biaisées sur l'immigration pour semer la peur et les critiques ont dit qu'elle répandait de la désinformation, mais son influence n'a fait que croître. Pendant la pandémie de 2020, elle a diffusé des émissions spéciales attaquant les confinements. Elle les a qualifiées d'atteintes abusives du gouvernement et a affirmé que les responsables mentaient sur le nombre de décès. Des millions de personnes ont regardé, surtout en mai, lorsqu'un épisode a atteint 4,8 millions de téléspectateurs. Mais ces émissions ont causé 200 plaintes à la FCC. Et certains téléspectateurs ont même intenté une action en justice après avoir suivi les conseils médicaux qu'ils ont vus lors de son émission. En avril 2020, des manifestations ont éclaté dans des endroits comme le Michigan, et les manifestants ont fait écho à des phrases qu'elle avait utilisées. Fox lui a quand même accordé un contrat de 15 millions de dollars. Son pouvoir était plus fort que jamais, même si les critiques mettaient en garde contre les dangers de la désinformation. En 2021, elle est allée encore plus loin. En septembre, elle a suggéré que l'ivermectine pouvait guérir la COVID-19. Les invités de son émission ont affirmé que cela fonctionnait mieux que les vaccins. Les gens ont pris ses conseils au sérieux. Chunk 9. Les centres antipoison ont signalé une augmentation de 24 fois du nombre d'appels. La FDA a dû intervenir et avertir le public. Des familles ont intenté des poursuites, dont une de 10 millions de dollars après le décès d'un être cher à la suite de sa prise. Les annonceurs se sont enfuis à nouveau et Fox a perdu 5 millions de dollars. Pourtant, Ingraham a maintenu ses affirmations et a qualifié ses critiques d'outils des grandes sociétés pharmaceutiques. En 2023, même le Congrès enquêtait sur son rôle dans l'hésitation vaccinale. Des études ont montré que ses téléspectateurs étaient 20% moins susceptibles de se faire vacciner. Cet épisode est devenu un symbole de la dangerosité des voix médiatiques incontrôlées. Elle a également écrit de nombreux livres. En 2003, elle a publié Shut Up and Sing, attaquant les célébrités libérales pour être anti-américaines. Cela a contribué à alimenter la réaction contre les Dixie Chicks après qu'elle se soit prononcée contre le président Bush. En 2010, en 2010, elle a publié The Obama Diaries, un livre satirique prétendant révéler les pensées privées de Barack et Michelle Obama. Il a atteint la première place sur la liste des best-sellers, mais a entraîné des menaces de mort et des enquêtes du FBI. En 2017, elle a publié Billionaire at the Barricades, célébrant la victoire de Trump et la comparant à l'ascension de Reagan. Il s'est vendu à 50 000 exemplaires la première semaine. Et puis, il y a eu LiveZ, le site web qu'elle a lancé en 2015 avec Peter Anthony. Il a rapidement gagné du terrain avec 10 millions de visiteurs mensuels en 2016, partageant des histoires virales sur l'immigration et les célébrités. Mais en coulisses, les choses s'effondraient. En 2017, des membres du personnel féminin ont accusé le PDG de harcèlement et de fausses nouvelles ont entraîné une baisse du trafic. En janvier 2018, Ingram a discrètement vendu sa part. L'empire qu'elle avait construit se fissurait, mais cela a montré le chemin parcouru. Au début des années 1980, lorsque Laura Ingraham n'était qu'une étudiante à Dartmouth, elle est tombée amoureuse de quelqu'un de très inattendu. Il s'appelait Desh D'Souza,
un étudiant indien en échange que de nombreux camarades de classe ridiculisaient. Mais Laura s'en fichait. Elle a vu quelque chose de différent en lui. Ils étaient tous les deux déterminés, tous les deux travaillant sur un journal collégial conservateur. En 1941, elle est devenue la première femme rédactrice du journal et en 1983, ils étaient déjà fiancés. Ils rêvaient un grand ensemble, parlant souvent de la façon dont ils contesteraient ça et ça les voix libérales en Amérique. Même s'ils ne se sont jamais mariés et se sont séparés vers 1985, ils sont restés en bons termes. Desch a ensuite réalisé un film intitulé 2016 Obama's America, qui a rapporté plus de 33 millions de dollars en 2012. Chunk 10. Des années plus tard, lorsqu'il a eu de graves problèmes juridiques et aurait pu aller en prison pour des violations du financement de campagne, Laura l'a soutenu. Il a fini par être gracié par Donald Trump en 2018. Leur relation n'a pas duré, mais le lien et les convictions qu'ils partageaient n'ont jamais vraiment disparu. Au milieu des années 190, Laura a commencé à fréquenter James Fuisaus Reyes, un homme d'affaires de Chicago qui travaillait dans la distribution de bière. Tout allait très bien et le 26 avril 2005, ils se sont fiancés. Mais seulement 3 jours plus tard, Laura a reçu une nouvelle qui a changé sa vie. Elle avait un cancer du sein. Elle n'avait que 41 ans et a dû subir une opération le 29 avril, suivie de dures séances de chimio. Leur mariage n'a jamais eu lieu. Ils ont rompu leur fiançailles en mai et même si elle a essayé d'en plaisanter publiquement, c'était clairement douloureux. Elle a déclaré plus tard dans une interview que c'était pour le mieux. Il l'a soutenue pendant le traitement et elle lui en était reconnaissante. Mais le chagrin est survenu au pire moment possible. Pourtant, en 2006, elle avait vaincu le cancer et trouvé un nouveau but, la maternité. Avant d'en arriver là, cependant, quelque chose d'étrange s'était produit. En 1998, Laura, connue pour ses fortes opinions conservatrices, a commencé à fréquenter Keith Olbermann, qui était un présentateur de télévision libéral bien connu. Personne ne pouvait y croire. Ils étaient totalement opposés et leur relation n'a pas duré longtemps. À la fin de 1998, c'était fini, et pas discrètement. Keith est passé à la télévision en 2008 et l'a qualifiée de méchante. Laura a répliqué lors de sa propre émission, l'accusant de manquer de respect aux troupes américaines. En 2017, il a même affirmé qu'elle avait autrefois vandalisé la maison d'un ex en insérant un tuyau d'arrosage dans la fente aux lettres, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Leur courte relation est devenue un carburant pour les tabloïds, d'autant plus que les deux sont restés sous les feux de la rampe pendant des années. Puis est venue une autre romance inattendue, cette fois avec un démocrate. Vers 1999 ou 2000, Laura a commencé à fréquenter le sénateur Robert Torricelli du New Jersey. Il était bruyant, dramatique et très différent d'elle politiquement. À l'époque, il siégeait au Sénat, mais un scandale grandissait autour de lui. En 2001, il a été accusé d'avoir accepté des cadeaux illégaux, dont près de 54 000 $ en espèces et en articles de luxe. Le Sénat lui a adressé un avertissement public en 2002 et il a décidé de ne pas se représenter. Pendant ce temps, la carrière radiophonique de Laura décollait. Chunk 11. Chunk. Son émission a commencé en 2001. Leur relation n'a pas survécu à la tempête politique. Ils se sont discrètement séparés en 2002. Et Laura a continué son chemin alors que sa renommée médiatique commençait à exploser. Mais derrière toute la renommée se cachait toujours la lutte contre le cancer. Le 26 avril 2005, le jour même où elle a annoncé ses fiançailles, les médecins lui ont dit qu'elle avait un carcinome canalaire infiltrant. Il était agressif et à croissance rapide. Elle avait une petite tumeur de seulement 9 mm, mais elle était dangereuse. Elle a subi une opération suivie d'une chimio et d'une radiothérapie intense. Un test expérimental appelé OnCoIP-DX, suggéré par un auditeur qui s'est avéré être un oncologue, a aidé à guider son plan de traitement. Même si le test n'était pas encore approuvé, il lui a sauvé la vie. Même lorsqu'elle souffrait, elle a continué à diffuser son émission depuis l'hôpital.
Son corps s'effondrait et ses fiançailles ont pris fin. Mais elle ne laisserait pas cela l'arrêter. Elle a dit que sa foi l'a maintenue en vie. En décembre 2005, elle a été déclarée guérie du cancer. Les médecins l'ont averti que les traitements l'avaient probablement rendue infertile. Pourtant, Laura n'a pas abandonné. En 2006, elle a décidé d'adopter. Son premier enfant, Maria Caroline, venait du Guatemala. Ce n'était pas facile. Le pays était sous surveillance pour fraude à l'adoption et plus de 3000 cas étaient bloqués dans les limbes. Mais Laura s'y est rendue elle-même en mai 2008 et a ramené Maria à la maison. Elle avait 3 ans et Laura a dit que le moment lui avait semblé guidé par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Même si elle était une mère célibataire et qu'elle était jugée, elle s'en fichait. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle voulait juste donner un foyer à un enfant. 1 an plus tard, en juin 2009, elle a adopté à nouveau. Cette fois, c'était un garçon de Russie nommé Michael Dimitri. Il n'avait que 13 mois. Le processus a coûté des dizaines de milliers de dollars et a été retardé par les tensions croissantes entre les États-Unis et la Russie. Après la loi Magnitsky, la Russie a commencé à sévir contre les adoptions américaines et en 2012, elle les a complètement interdites. Chunk, 12. Laura est arrivée juste à temps. Michael avait vécu dans un orphelinat et elle savait combien les enfants avaient été besoin d'amour. Elle a utilisé sa plateforme pour lancer une campagne appelée Adopt a New Attitude Project, essayant d'aider plus d'enfants à trouver des familles. En 2011, elle a adopté un autre enfant, un garçon d'1 an, nommé Nikolai Peter, également de Russie. Son adoption a pris 18 mois et a franchi la ligne d'arrivée de justesse avant l'interdiction complète en décembre 2012. À ce moment-là, plus de 1000 familles américaines étaient coincées dans le système et plus de 250 000 orphelins russes se sont retrouvés sans foyer. Laura a appelé ses fils des miracles. Elle savait que les gens la critiquaient pour avoir adopté des enfants de l'étranger tout en étant critique de l'immigration. Mais elle a dit que ses choix venaient de son cœur. À ce moment-là, elle était mère de 3 enfants, élevant ses enfants seule et construisant sa vie autour d'eux. Même si elle était dure à l'extérieur, les effets du cancer l'ont durement touchée en coulisses. Après ses traitements en 2005, elle a perdu tous ses cheveux. Elle était faible, épuisée et luttait mentalement. Ses journaux intimes ont montré des signes de dépression si profonde qu'elle a même eu des pensées de ne pas vouloir vivre. Elle a pris congé de son émission. Elle craignait que sa fille ne grandisse sans elle. Elle a remis en question sa carrière, son apparence, son avenir. C'est la foi et les amis qui l'ont aidée à sortir de cet endroit sombre et lentement, elle a commencé à guérir. Cette douleur l'a poussée à adopter et à reconstruire sa vie. Maintenant, en 2025, Laura Ingraham a 62 ans. Elle vit à Washington, D.C., élevant ses 3 enfants, Maria, Dimitri et Nikolai, seule. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a survécu au cancer du sein. Elle a adopté des enfants de différentes parties du monde. Sa valeur nette dépasse 40 millions de dollars et son émission atteint encore des millions de téléspectateurs chaque soir, même si les chiffres ont baissé.